Soyez les bienvenus dans Xenius. Salut et bienvenue dans notre émission aujourd'hui au musée du jeu vidéo à Berlin. Oui, et on le voit bien ici, l'ordinateur est important. Pas seulement parce qu'il sert à s'amuser, mais aussi parce que de nos jours, nous passons beaucoup de temps dessus pour correspondre, faire nos emplettes, surveiller notre compte en banque, etc. La sécurité est donc de plus en plus importante. Alors, à quel point ces machines nous rendent-elles vulnérables ? Nous allons aujourd'hui rencontrer des hackers capables de s'infiltrer à l'intérieur de systèmes informatiques. On ne sait pas forcément à quoi ça sert, alors aujourd'hui, nous allons faire toute la lumière sur le sujet. Nous allons par exemple vous montrer comment fonctionne le piratage, mais également si et comment nous pouvons protéger nos ordinateurs. En effet, dès que nous sommes sur Internet, nous sommes une cible potentielle. Et une cyberattaque peut avoir des conséquences très graves. Les cybercriminels ne cessent d'affiner leurs techniques. Début 2016, les ransomware, aussi appelés rançongiciels, font leur apparition. Ils verrouillent toutes les données d'un ordinateur et proposent à leurs propriétaires de les récupérer en échange d'une rançon. À Neuss, en Allemagne, ils réussissent même à paralyser un hôpital entier. Aujourd'hui, le ransomware le plus efficace s'appelle Loki. Linus Neumann et Thorsten Schröder, du Chaos Computer Club, cherchent à comprendre le fonctionnement de ce type de virus. Ils se sont procurés Loki et commencent par créer un réseau informatique. Dans notre labo, nous avons installé un ordinateur victime que voici. Et là, nous avons l'ordinateur d'attaque qui va propager le cheval de Troie Loki. Nous allons tout enregistrer pour suivre ce qui se passe. Ça commence par un email envoyé à la victime. L'expéditeur est une entreprise fictive ou réelle, mais qui n'est probablement pas la véritable émettrice de ces factures. Cet email paraît tout à fait crédible, et c'est exactement ce que cherchent les cybercriminels. Dans notre cas, la victime cède à la curiosité. Elle a envie de cliquer sur ce fichier Word. Ce qu'elle voit ensuite, c'est une page vide et un joli bouton « Enable Content », ce qui signifie activer le contenu. Et le voyage commence. Ici, on voit les données que Loki télécharge. En fait, Loki est injecté via un serveur piraté. Ça se passe en quelques secondes. On peut voir ici le premier contact établi par Loki avec le serveur de commande et contrôle. Loki signale une nouvelle victime et le serveur transmet la clé que Loki doit utiliser pour crypter les données. Le cheval de Troie se met alors au travail. Là, on peut observer tranquillement comment Loki crypte un fichier après l'autre. En l'absence de sauvegarde, il n'y a plus qu'à leur dire adieu. C'est la dernière fois qu'on voit ces fichiers. Leur nom d'origine a été remplacé par une mystérieuse suite de chiffres qui se termine par l'extension Loki. Si on clique dessus, il est impossible de les ouvrir. N'importe quel programme répondra qu'il est incapable de lire les fichiers. Et voilà la lettre de chantage et l'adresse où l'on peut obtenir le décrypteur et récupérer ces données. Les pirates veulent de l'argent. Pour cela, ils proposent un service que personne n'a demandé, mais dont les personnes affectées ont désormais grand besoin. Donc, pour un demi-bitcoin, soit l'équivalent d'à peu près 200 €, on peut récupérer ces données. De toute évidence, les développeurs de ces ransomware ont de l'humour. Parce qu'une fois qu'on a acheté la clé, ils nous donnent quelques bons tuyaux. Ils conseillent notamment de faire plus de sauvegarde, parce que face à ce genre d'attaque, c'est effectivement la seule chose qui peut aider. Linus et Thorsten tentent à présent de trouver des indices sur l'identité des pirates. Mais rien à faire. Les serveurs avec lesquels le virus communique n'appartiennent pas aux cybercriminels. Ils ont eux aussi été hackés. Et c'est de là que vient le code avec lequel les fichiers ont été cryptés. Lors du transfert de la rançon numérique aussi, les pirates ont su se montrer malins. Ils se donnent du mal pour se cacher. Ils passent par le fameux Dark Web. La seule chose que nous n'avons pas encore examinée, c'est Loki lui-même. Dans un premier temps, ce programme se dissimule à lui-même et se décode tout seul lorsqu'on l'exécute. Donc d'abord, il n'y a que du jargon.
et il faut analyser le logiciel de manière dynamique. On va le laisser tourner un peu pour voir. Il nous donnera peut-être des indices sur ce qu'il fait. Pas à pas, les deux experts analysent le fonctionnement du programme. Un travail de fourmi qui leur permet de glaner de nouvelles informations. Loki est programmé de façon à ce que les pirates restent toujours anonymes. Eux restent en contact permanent avec l'ordinateur affecté, même lorsque le serveur via lequel ils pilotent Loki est déconnecté d'Internet. Dans ce cas, ils en piratent un nouveau et reprennent le contrôle de l'ordinateur. Ce qu'on voit très bien avec ce programme, c'est que ses concepteurs se sont donné beaucoup de mal. Ils n'ont aucune raison de craindre une intervention des autorités judiciaires ou des fabricants d'antivirus. Du moins, pas avant un bon moment. Avant Loki, on a pu voir des ransomware atteints par ce qu'on pourrait appeler des maladies infantiles. Mais là, clairement, c'est du super boulot. Loki continue donc à faire des ravages. La plupart de ses victimes vivent en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Linus Neumann du Chaos Computer Club est à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Commençons par un petit cours de vocabulaire. Y a-t-il une différence entre un virus et un cheval de Troie? En fait, la différence est dans le mode de propagation, la façon dont on va être infecté par le logiciel malveillant. Avec un virus, on est en présence d'un logiciel qui va se propager via d'autres logiciels et faire des blagues aux utilisateurs. Les chevaux de Troie, eux, ouvrent pour ainsi dire une porte dérobée et donnent à une tierce personne l'accès à l'ordinateur. Comment risque-t-on d'attraper ce genre de logiciel malveillant? À l'heure actuelle, essentiellement via des pièces jointes envoyées par email. Une autre possibilité, c'est en téléchargeant sur Internet des logiciels piratés, qui peuvent contenir un virus. Vous pensez télécharger un logiciel de scanner, et voilà, vous vous retrouvez avec un beau virus. La publicité et Flash Player sont une très mauvaise association. Beaucoup de cybercriminels utilisent les vulnérabilités de Flash Player. Le mieux, c'est donc de le désinstaller et d'utiliser un logiciel de blocage qui évite l'invasion de publicité et permet de surfer de manière plus sûre. Est-ce que ça protège à 100%? Non, il n'existe pas de protection à 100% pour personne. Ces mesures permettent d'être mieux protégés, mais pas à 100%. Les gens qui ne veulent pas risquer de dommages doivent effectuer des sauvegardes. Lorsqu'un ransomware crypte vos données, il suffit d'aller chercher votre disque dur externe avec vos sauvegardes, de désinstaller le cheval de Troie et de remettre vos données sur l'ordinateur qui a été affecté. C'est la seule chose à faire. Le reste n'aide que si on a de la chance. Merci pour ces tuyaux. Merci. Et maintenant, imaginons le pire, qu'une cyberattaque paralyse Internet dans son intégralité. Que se passerait-il? Notre monde serait-il encore capable de fonctionner hors ligne? Toutes les connexions sont à l'arrêt. Internet n'est plus. Plus moyen d'envoyer et de recevoir des emails, surfer sur Internet est devenu impossible. Les téléphones fixes qui marchent via le réseau ne fonctionnent plus. Et les portables suivent très vite, car au bout de quelques heures, le réseau mobile s'effondre sous la surcharge. Sans Internet, plus moyen de retirer du liquide au distributeur, ni au guichet d'ailleurs, puisque les commandes se font en ligne. Et ce n'est que le début des problèmes liés à l'argent. À leur tour, les supermarchés sont dans l'incapacité de refaire leur stock. La disparition d'Internet est synonyme de catastrophe pour l'ensemble de l'économie. Elle touche particulièrement les marchés financiers, car les transactions se font en grande majorité via le web. Dans les hôpitaux, on est bientôt à court de médicaments et les patients à haut risque attendent en vain leur traitement. Sans Internet, plus de transport aérien non plus. Les avions ne sont plus en mesure d'effectuer leur contrôle de sécurité et restent cloués au sol. Sans Internet, c'est donc notre société tout entière qui est à l'arrêt. Heidelin de Rameder nous a maintenant rejoints. Vous êtes experte en informatique. À quel point le scénario d'horreur que nous venons de voir est-il réaliste? À vrai dire, l'architecture d'Internet est très étendue et dispersée.
Bien sûr, il existe d'importants nœuds de croisement des communications. Si un grand nombre de ces points névralgiques étaient paralysés, ça pourrait provoquer des dégâts assez importants. Mais pas tout bloqué. Non, il y a peu de chance. Vous êtes hackeuse, pourtant vous ne travaillez pas contre les entreprises, mais avec elles. Comment ça se passe exactement? En fait, nous leur montrons où se trouvent les vulnérabilités dans leur système. Et nous travaillons avec elles pour réparer ces failles. Avant le début de cette émission, je vous ai donné mon accord pour frapper à ma porte virtuelle et voir si je suis en sécurité sur Internet. Alors, vous essayez de me pirater? Merci de me laisser faire. J'ai déjà un peu travaillé avant de venir. Vous vous souvenez de l'email que je vous ai envoyé avec ma photo en pièce jointe? La semaine dernière? C'est ça. Oui. Cette photo m'a beaucoup aidé, pour tout vous dire. Cette simple photo? Oui. Je vais vous demander de vous connecter à votre compte Twitter. Ça sent mauvais. Twitter? Ok. Mais je ne vous montre pas mon mot de passe. En fait, la photo comportait un code exécutable que vous n'avez pas remarqué. Je me suis logué, c'est bon. Vous avez remarqué quelque chose? Non. Il s'agit de l'attaque classique dite de l'homme ou de la femme du milieu. Ça veut dire que vous pensez communiquer avec Twitter, mais en réalité, la communication est détournée vers mon serveur proxy, puis redirigée vers Twitter. Vous recevez aussi les réponses de Twitter via mon serveur. Voilà votre mot de passe. Vous voyez? Non, c'est pas possible. Et votre nom d'utilisateur? Oui, c'est bien ça. Incroyable. Et là, j'ai intercepté les échanges entre vous et Twitter, ce qui me permet de poster un tweet en votre nom. Non, vous écrivez quoi? Bonjour, c'est moi la hackeuse. En temps normal, je ne laisserai pas de traces derrière moi. J'utiliserai ces données pour m'infiltrer dans des comptes bancaires, mettre le grappin sur des comptes. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel d'utiliser des mots de passe différents. Du coup, là, j'ai un faux certificat sur mon ordinateur. Comment je peux m'en débarrasser? Ici, vous voyez que le cadenas est vert. Cela indique que normalement, le site Internet avec lequel vous communiquez a justifié de son identité. Vous savez que vous êtes bien protégé lorsque vous communiquez avec ce serveur. Si ce cadenas n'est pas vert, s'il est rouge ou bien ouvert, là, il y a un problème. Mais comme vous venez de le voir, même lorsque le cadenas est vert, on ne peut pas toujours être à 100% certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous surveille. Super rassurant. Et du coup, vous restez infiltré pour toujours? Pas forcément pour toujours, non. Si vous voulez être sûr de vous débarrasser de moi, le mieux serait de réinstaller votre système d'exploitation. Eh ben, le piratage est partout, pas seulement sur l'ordinateur de Pierre. Voyons ensemble quelques exemples parmi les plus bluffants. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous m'excuserez si je préfère rester anonyme, car ma spécialité, c'est le piratage d'ordinateurs. Voici ma sélection personnelle des 5 meilleures intrusions informatiques. Le piratage le plus cool. De nombreux appareils intelligents sont directement reliés à Internet. Téléviseurs, éclairage ou réfrigérateurs, dans les foyers comme dans l'espace public. Et même en prison. En mai 2013, des confrères hackers piratent le système de chauffage de la maison d'arrêt de Gießen, en Allemagne. Ils s'infiltrent dans le portail informatique d'entretien et parviennent à actionner les régulateurs comme des techniciens. La direction de l'établissement refuse de croire à un piratage. Les hackers décident donc de faire une proposition. Abaisser la température de 5 degrés pour montrer qu'ils ont bel et bien infiltré le système. Effectivement, très vite, la température chute de 5 degrés. Le piratage le plus coquin. Mes collègues hackers provoquent une belle pagaille lorsqu'en mai 2015, ils jettent leur dévolu sur le site de rencontre Adult Friend Finder. Ils accèdent aux données de quelques 3,9 millions d'utilisateurs, notamment leur email et autres cartes bancaires, mais aussi leurs préférences sexuelles et leurs liaisons extra-conjugales. Le but des cybercriminels, faire chanter les victimes avec les données dérobées. Si celles-ci ne versent pas jusqu'à 100 000 $, les informations seront publiées sur la toile.
Mauvaise nouvelle, en particulier dans certains pays qui pratiquent un islam répressif. L'adultère ou l'homosexualité peut y être passible de la peine de mort. Même la police n'est pas épargnée. Le piratage le plus gênant. En juillet 2011, fuite majeure de données chez la police et les douanes en Allemagne. Tous les serveurs du système de surveillance Patras sont contaminés par des chevaux de Troie. Les pirates publient les codes de cryptage de la police et parviennent à activer et à désactiver à leur guise les systèmes de suivi des autorités. Un grand jour pour les cybercriminels, mais aussi pour les criminels tout court qui ont eu vent de ces défaillances. Le piratage le plus méchant. Elle fait d'ores et déjà fureur aux États-Unis, la Hello Barbie capable d'écouter et de répondre. Le micro de Hello Barbie transmet les questions de l'enfant vers le cloud, une gigantesque mémoire informatique. Puis la poupée connectée apporte une réponse cohérente tirée d'une réserve d'environ 8000 phrases de dialogue. Pour les hackers, pirater la poupée est un jeu d'enfant. Ils parviennent à transformer Barbie papote en Barbie espionne. Ils écoutent ainsi toutes les conversations dans les chambres d'enfants et choisissent eux-mêmes les réponses de la célèbre poupée. Mais laissons les jouets de côté et penchons-nous sur les vrais dangers du piratage. Le piratage le plus menaçant. L'Estonie a pour ambition de devenir le pays connecté par excellence. Dès 1997, le petit État de la Baltique passe au tout numérique. En 2007, des pirates étrangers lancent une cyberattaque de grande envergure sur les réseaux des banques, de la police et du gouvernement et paralysent l'Estonie en inondant ses sites officiels de requêtes. Dans le pays, c'est l'anarchie. Même les numéros d'appel d'urgence sont indisponibles. Bref, pas le moment de faire une crise cardiaque. Allez, à la prochaine, dans votre ordinateur. Tout le monde peut donc être piraté. Nous nous trouvons toujours au musée du jeu vidéo à Berlin avec Heidi Rameder. Alors, nous avons compris que pour un hacker, le but est de détecter des vulnérabilités. Mais comment peut-il les exploiter une fois qu'il les a trouvées? Il ne suffit pas de connaître les failles pour pouvoir entrer dans un ordinateur. En fait, je me sers de mes connaissances et d'un outil appelé Exploit pour les exploiter. Cet outil appelé Exploit, on le trouve où? Pas dans un magasin de bricolage, j'imagine. En fait, presque. On le trouve sur des marchés virtuels spécialisés. Il existe des sites web qui proposent ce genre d'outils. Regardez ici. Vous pouvez voir qu'il existe différents exploits pour Microsoft Office, WordPress, et ça continue. Voici un autre site. Là, on arrive dans le domaine du marché noir. Ah oui, pas mal. Ici, on paie en monnaie virtuelle. Comme vous pouvez le voir, le prix va de 30 $ à 5 000 $, en fonction des failles qui sont exploitées et du nombre de machines qu'on peut toucher. Et je fais quoi quand j'ai acheté un exploit? À quoi ça ressemble et comment l'utilise-t-on? J'ai justement préparé un exemple pour vous en faire la démonstration. Il s'agit d'une vulnérabilité qui fait que l'ordinateur accepte un clavier sans vérification. Cette clé USB se fait passer pour un clavier et injecte un code malveillant dans l'ordinateur. J'ai donc juste besoin Encore mon ordinateur? de la brancher ici et le code malveillant est d'ores et déjà injecté. Super. Je peux la retirer Oui. On se croirait dans James Bond. et je prends le contrôle de votre webcam. Regarde, Pierre! Non, ça veut dire que Ah, d'accord! Oh, on regarde nous ça. espionne via la webcam. C'est énorme! Et on ne se rend même pas compte qu'on est observé. C'est vraiment flippant, hein. On se croit à la maison, tranquille, et en fait, on est surveillé. En réalité, via cette faille, je peux faire tout ce que je veux de votre ordinateur, Ah oui, y compris installer des certificats et lire toutes vos données. mais non. L'important, c'est de ne jamais laisser votre ordinateur sans surveillance, par exemple dans un cybercafé. C'est dingue. Nous venons donc de faire la connaissance d'une faille informatique. Mais il faut savoir que le virus le plus connu actuellement sur Internet en a utilisé plusieurs, ce qui lui a permis d'occasionner pas mal de dégâts.
Assez vite, nous avons compris que ce n'était pas une cyberattaque comme les autres. Ça dépassait tout ce qu'on avait pu imaginer dans nos pires cauchemars. C'est le premier revers numérique que le monde ait connu. Juin 2010, Frank Boldevin est confronté pour la première fois au ver informatique Stuxnet. Ce sont des spécialistes biélorusses qui l'ont découvert sur des ordinateurs de leurs clients. Le virus exploite des failles de sécurité jusque-là non connues qui se négocient pour plusieurs millions. Dès le début, j'ai compris que nous étions face à quelque chose d'inhabituel. Exploiter des failles non connues coûte très cher. Le malware est extrêmement complexe. Mais quel est son objectif au juste? S'agit-il d'un banal espionnage industriel? Après avoir décodé quelques segments, on a pu voir qu'il y avait un lien avec un site industriel de Siemens et des commandes industrielles. Il y avait donc fort à parier qu'il s'agissait de sabotage. Le virus affecte des programmes Siemens utilisés sur de nombreux sites industriels. Les experts en cybersécurité s'en donnent à cœur joie pour disséquer Stuxnet. Nous savions déjà que la plupart des contaminations de ce malware se faisaient en Iran. Et en Iran, il n'y a pas énormément de cibles potentielles. La première sur la liste, c'est bien sûr le programme nucléaire. En 2002, le monde entier avait découvert que l'Iran exploitait des sites nucléaires clandestins, notamment à Natanz. Un site souterrain d'enrichissement de l'uranium, soi-disant conçu pour produire exclusivement de l'énergie. Mais les centrifugeuses peuvent aussi être utilisées pour mettre au point des armes nucléaires. Une perspective inquiétante, surtout depuis que le président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, menace d'anéantir Israël. Alors, y a-t-il un lien entre le site de Natanz et Stuxnet? L'équipe de Ralph Langner installe Stuxnet sur des systèmes de commande similaires à ceux utilisés à Natanz, en plein dans le mille. Le ver mord à l'hameçon. Quelqu'un a dû l'introduire par mégarde au cœur de l'installation. Nous pensons que l'ordinateur portable d'un technicien de maintenance a pu être infecté et a ensuite eu accès au site entier. Et bien entendu, dès ce moment-là, Stuxnet s'est mis à explorer le réseau. Le plan est particulièrement subtil. Il vise à détruire les centrifugeuses à uranium grâce à des surcharges régulières. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est le fait que ce code malveillant ne cherche pas du tout à détruire le plus de centrifugeuses possible au moyen d'une grosse explosion. Ce malware fonctionne très différemment. Il ne provoque que des dommages limités. Mission accomplie pour Stuxnet. Plus d'1 millier de centrifugeuses de Natanz auraient été détruites par ses soins. Les ingénieurs iraniens sont désemparés. Le programme nucléaire iranien régresse de plusieurs années. Stuxnet n'a jamais été officiellement revendiqué, mais ses origines font peu de doute. Je crois avoir été le premier à suggérer que les Américains puissent se cacher derrière ce ver informatique. On savait qu'Israël avait aussi intérêt à interrompre le programme nucléaire iranien. Il était prévu dès le début que Stuxnet soit démasqué. Il le sera en 2010. Pour ses auteurs, c'est une nécessité stratégique. On ne peut pas organiser une grande parade militaire avec une centaine de soldats qui défilent en brandissant une clé USB. Ça ne sert à rien. Le seul moyen pour les États de faire démonstration de leur capacité en matière de cyberattaque, c'est d'en réussir une. Stuxnet est considéré comme la première cyberarme de l'histoire. Il nous montre à quoi ressembleront les guerres de demain. Car cette cyberattaque d'un genre nouveau n'est certainement pas la dernière. Ce cas a pris une ampleur internationale et il montre qu'en fin de compte, chaque système informatique est vulnérable. Il existe évidemment des moyens de se protéger, mais on ne peut jamais être totalement immunisé contre les cyberattaques.
Stuxnet nous a appris que le piratage est désormais un instrument puissant. Se protéger contre ces agressions, c'est aussi une question de démocratie. Du coup, nous avons aussi besoin des hackers, ces experts en informatique qui connaissent parfaitement les failles de sécurité. Allez, on vous dit à la prochaine. Salut! À la prochaine. Restez curieux.